Alors que le navire coule, les 4 plongeurs piégés attendent ce moment unique qui représente leur seule chance de survie. Au moment où la pression s'égalise, la porte s'ouvre brusquement, 3 des plongeurs se frayent un chemin à travers l'eau et nagent vers la surface. Brian Shepherd a 44 ans, non. Il est né à Birmingham, au Royaume-Uni, mais il a déménagé en Australie pour profiter d'un climat plus chaud et surtout d'une eau plus chaude. Brian, plongeur professionnel, s'absente plus d'1 mois d'affilée pour poser des pipelines pétroliers. La barge nommée Derrick Barge 29, Derrick Barge pour Derrick Barge, est une plateforme flottante dépourvue de propulsion propre. Comme un navire, une barge dépend d'un remorqueur pour être poussée ou tirée en position. Derrick est une structure de soutien construite verticalement ou en angle pour soutenir le travail de la plateforme pétrolière. Cette barge Derrick sert à descendre des tuyaux dans l'océan pour installer un pipeline reliant le puits à la station de remplissage, où les navires chargent leur cargaison. Brian est un plongeur en saturation, ce qui signifie qu'il passe environ 28 jours sous pression afin que lui et ses coéquipiers puissent raccorder les tuyauteries au fond marin. Mais au lieu de plonger, de raccorder un tuyau, puis de remonter à la surface et de décompresser de ses profondeurs. Après chaque plongée, Brian et son équipe remontent sur le pont de la barge dans un caisson de plongée. Ils restent à la pression du fond marin, donc ils n'ont pas besoin de se décompresser avant la fin de leur période de travail de 28 jours. La Derrick Barge 29 est une barge à fond plat appartenant à une entreprise appelée McDermott, qui est essentiellement une société d'ingénierie. Ils obtiennent des contrats de grandes compagnies pétrolières pour installer l'infrastructure qui permettra d'extraire le pétrole sous le fond marin, opérant à l'origine dans le golfe du Mexique, puis plus tard en Asie. Au cours de sa durée de vie, la Derrick Barge 29 ainsi que ses 2 barges sœurs, la Derrick Barge 27 et la Derrick Barge 28, ont été converties d'une barge de pose en une barge grue. Cela signifie qu'elle a commencé sa vie à plat, puis qu'une grue de 3000 tonnes y a été installée. La grue permettrait à la barge d'envoyer des tuyaux verticalement à travers le centre de la barge, ce qui offre une technique alternative pour connecter les tuyaux et les descendre dans l'océan. Quelqu'un qui a travaillé sur la Derrick Barge 27 a rapporté que la barge semblait avoir le centre de gravité trop haut, des 31 Et lors d'une occasion particulièrement effrayante, lorsque la barge faisait face au vent de côté, elle a roulé si fortement sur les vagues qu'il a cru qu'elle allait chavirer et couler sous ses yeux. La Derrick Barge 29 a connu quelques incidents rapprochés. En 1986, elle travaillait dans le détroit de Taïwan. Lorsque le typhon Zik est apparu à l'horizon, le capitaine Billy s'est réfugié au port, puis il a fait de même lors du typhon Enveon. Mais lorsque le typhon Abe est passé, le capitaine Billy Young en avait assez de fuir et de perdre un temps de travail précieux, alors il a décidé de tenir bon. Derrick Barge 29 a quitté la plateforme, remorqué par Smith Lloyd 108, alors que le typhon arrivait. Et comme il n'y avait pas le temps de récupérer les ancres, l'équipage a laissé filer les câbles et a essayé de tenir pendant la tempête. En allant vers l'ouest, plusieurs remorqueurs McDermott Géromac étaient déjà partis pendant le typhon. La mare de remorquage s'est rompue 2 fois, et bien que le SL-108 l'ait reconnecté la première fois, la deuxième rupture s'est produite si près de la côte taïwanaise que le capitaine néerlandais a dû abandonner. La barge Derrick Barge 29 a franchi un banc de sable et s'est échoué sur une plage boueuse, évitant de justesse les falaises rocheuses proches. 2 jours plus tard, les remorqueurs Géromac sont revenus pour tenter de renflouer la Derrick Barge 29, mais l'un d'eux est allé trop près du rivage, a endommagé son gouvernail et son étambot, a été inondé et s'est retrouvé échoué lui aussi, ce qui a transformé toute la scène en un véritable spectacle local. 3 jours après s'être échoué lors de la dernière marée haute exploitable du mois, le SL-108 a finalement réussi à dégager la Derrick Barge 29. Et là, elle a été emmenée à Taichung pour des réparations rapides et remise de travail sans inspection ni vérification de la coque. Cette décision de rester en mer a valu au capitaine de la Derrick Barge 29 le surnom de Typhon Billy. La Derrick Barge 29 n'a pas de système d'évacuation hyperbare pour la plongée en saturation.
À cette occasion, le superviseur de plongée a eu la prévoyance de décompresser son équipe à temps avant l'arrivée du typhon. Un système d'évacuation hyperbare est un canot de sauvetage détachable qui peut se libérer de la barge si elle coule et maintenir la pression de travail avec les plongeurs à l'intérieur. Cela leur permettrait de terminer leur décompression à l'intérieur du caisson et de flotter librement, même si la barge coulait sous eux. Mais rien de tout cela n'avait d'importance, car ils n'en avaient pas de toute façon, et heureusement ils n'en ont pas eu besoin cette fois-là. Après avoir terminé cette mission, Derrick Barge 29 a été envoyé pour des réparations à Singapour, puis pour une nouvelle mission en Australie, mais le client australien a refusé d'accepter le Derrick Barge 29, à moins que McDermott n'installe un système d'évacuation hyperbare, ce qu'ils ont fait à contre-cœur, et ainsi le Derrick Barge 29 a passé les années suivantes à poser des tuyaux dans les eaux australiennes. Avançons jusqu'en 1991 et la barge quitte l'Australie pour retourner à Singapour pour maintenance. Pendant cette maintenance de routine, McDermott et Typhoon Billy prennent la décision de retirer le système d'évacuation hyperbare afin de libérer de l'espace sur le pont pour plus de tuyaux. Et ils le laissent un temps à Singapour. Après sa maintenance de routine, il commence à travailler en mer de Chine méridionale, avec 195 membres d'équipage, y compris 4 plongeurs en saturation. John Lyons, Steve Hardy, Terry Denison et Brian Shepard. La vie à bord est monotone. Les plongeurs en saturation, John, Steve, Terry et Brian, se relayant pour leur quart. Leur travail consiste à fixer les tuyaux et à les sécuriser le long du tracé du pipeline à 110 mètres sous la surface de l'eau. Chaque fois qu'une section de tuyaux est imposée, ils répètent le processus. 2 plongeurs entrent dans le caisson de plongée, descendent à 110 mètres et commencent à travailler. D'abord, un plongeur sort dans l'eau relativement calme, tandis que l'autre reste dans le caisson pour fournir un soutien. Après quelques heures, les plongeurs changent de rôle. Les températures de la mer varient entre 26 et 32 degrés Celsius. C'est l'un des avantages du métier. Ils n'ont pas à travailler dans les températures glaciales des plateformes pétrolières de la mer du Nord. Après leur quart, ils salotent la cloche de plongée et les barges. Derrick Crane les remonte à 110 mètres jusqu'au pont. Ils se rattachent à l'habitat sur le pont et reprennent leur vie quotidienne, qui consiste principalement à dormir, lire et partager un repas avec leurs collègues. Ils vivent dans un habitat pressurisé, qui est une chambre de plongée avec des couchettes, des toilettes et une table pour s'asseoir et manger, et peut-être jouer aux cartes avec les autres plongeurs. Rester enfermé un mois dans cette capsule pressurisée est habituel, mais à cette période, l'excitation liée au typhon s'ajoute. Les typhons en mer de Chine méridionale se produisent surtout de juillet à septembre. Le 13 août, en plein milieu du pic de la saison des typhons, une alerte est lancée à propos du typhon Fred. Les plongeurs sont informés que Fred est dans la région mais ne vient pas vers eux. Typhon Billy, capitaine de la barge, rappelle les plongeurs depuis 110 mètres et ordonne de préparer le départ. Je suis certain que Brian commence à envisager divers scénarios dans son esprit. La plupart des plongeurs imaginent des scénarios, surtout quand ils ont du temps à tuer, mais ceux-ci ne se réalisent pour presque jamais. Et un typhon passe sans provoquer grand-chose de plus que des vents violents et une mer agitée. L'un des scénarios les plus probables dans l'esprit de Brian, c'est que le superviseur de plongée décide de décompresser les plongeurs. Ainsi, si le typhon arrive dans leur direction, ils ne seront pas coincés dans la chambre lorsque le typhon frappera. Et c'est précisément ce qui se passe. À titre purement préventif, le superviseur de plongée décide de décompresser les plongeurs. Leur profondeur de travail, à plus de 100 mètres, signifie qu'ils mettront environ 4 jours à se décompresser complètement. Mais il existe aussi des tables expérimentales de décompression rapide. Et maintenant, il y a une certaine urgence. Lorsque le superviseur de plongée à l'extérieur du caisson informe les plongeurs que c'est ce qu'ils vont faire à l'intérieur du caisson. Brian, Terry, Steve et John sont à la merci de forces extérieures. Si le typhon s'abat sur eux, ils sont coincés dans un caisson. Si le superviseur de plongée décide de les décompresser, c'est tout ce qui se passe. Si la direction de la barge décide que le système d'évacuation hyperbare doit être retiré du navire, alors ils n'ont aucun contrôle. Bien sûr, ils peuvent probablement discuter de certaines de ces choses. Mais en fin de compte, leurs vies sont entre les mains de quelqu'un d'autre.
Alors, quand le superviseur de plongée leur dit qu'ils commencent la décompression parce que le typhon Fred arrive et qu'ils doivent les sortir rapidement, les questions et les scénarios dans l'esprit des plongeurs commencent probablement à s'accumuler rapidement. En fait, le typhon Fred les atteindra 48 heures plus tard. Les plongeurs commencent à se préparer à affronter du mauvais temps. Ils prennent de la nourriture pour avoir l'énergie nécessaire face à la mer agitée. Ils en prennent plus que d'habitude, car ils ne pourront pas se réapprovisionner quand la mer sera agitée. Ensuite, ils rangent toutes leurs affaires et attachent tout ce qui n'est pas fixé pour éviter que cela ne soit projeté partout et ne blesse quelqu'un. Ensuite, ils essaient de se détendre et espèrent que Fred les épargnera sans incident. La blague récurrente chez les plongeurs britanniques dans cette mer chaude, c'est que ça pourrait être pire. Ils pourraient tous être en train de geler dans la mer du Nord. La barge n'ayant pas de puissance, le capitaine du remorqueur Robert Swart approche le Typhoon et dérigue barge 29 de 128 mètres hors de la trajectoire du typhon Fred, avançant à environ 2 nœuds Kitchan. Typhoon Billy essaie de distancer un typhon le 14 août. La décompression des plongeurs progresse, mais la course est lancée. L'une des deux choses va se produire. Ils pourraient distancer Fred assez longtemps pour qu'ils puissent en terminer leur décompression, ou bien Fred les rattrape avant qu'ils n'aient fini la décompression. C'est un peu comme regarder un accident de train au ralenti. Le vent se lève et la houle grossit. La décompression prendra des jours alors que le typhon Fred gagne en intensité. Le 15 août, 2 jours après le début de la décompression, un sentiment d'inquiétude s'installe. Sur la barge, 2 ancres, en acier de Dixton, se détachant sur le pont et s'écrasent. Le platelage autour de la trappe menant à l'usine de dessalement de la barge. Un grincement de métal retentit lorsque la trappe s'arrache et que l'eau de mer s'engouffre. Le premier mécanicien se précipite dans la salle des pompes, près de la dessalement, et essaie de souder des plaques devant la porte, mais la pression de l'eau est trop forte. Il ouvre les vannes de la pompe à jet, et un épais jet d'eau est projeté par-dessus bord comme un tuyau d'incendie. Mais l'eau continue de monter au-dessus de ses genoux. Lorsque l'eau frappe, les pompes âgées, les prises d'air, le système tombe en panne et la barge commence à couler. Pour retarder la catastrophe, l'ingénieur laisse la pompe à jet en marche et scelle les 2 pièces. Derrière une porte étanche, il dit au chef mécanicien qu'il ne pense pas qu'il puisse sauver le navire. Le navire a dépassé sa limite de sécurité pour le chavirement avec une gîte supérieure à 18 degrés. Des hommes courant dans la barge ferment les portes étanches, espérant garder assez de flottabilité pour éviter qu'elle chavire. Ils libèrent les radeaux de sauvetage juste au moment où la remorque reliant le remorqueur se rompt, laissant la barge de flanc face à la mer déchaînée, sans élan vers l'avant. Les navires se retrouvent souvent piégés dans le roulis de la houle. Le navire roule lentement, et des hommes crient. Saute, saute, des corps et des radeaux dévalent le pont. La grue portique se détache et écrase un électricien, puis le pont se soulève brusquement et projette un homme à 45 mètres à travers le pont et dans la mer. Il refait surface et halète dans le diesel et l'eau. Il y a des corps en gilet de sauvetage dérivant dans la mer. Autour de lui, il aperçoit un radeau de sauvetage retourné et nage vers lui. 2 membres d'équipage philippins le hissent à bord. Dans la chambre, les plongeurs sont isolés de ceux sur la barge, mais je suis sûr qu'ils sentent le vent s'élever. La plupart des marins peuvent dire si le navire sur lequel ils se trouvent ne flotte pas tout à fait correctement sur l'eau. Et je me demande si les plongeurs pouvaient sentir la barge gîter, c'est-à-dire quand un bateau penche d'un côté parce qu'il a pris l'eau. Si les plongeurs regardaient par leur hublot, ils verraient probablement plus de monde sur le pont, et il y aurait une certaine inquiétude sur leur visage. Les marins sortent sur le pont avec des gilets de sauvetage orange vif par mer agitée pour éviter de rester coincés sous le pont. Si la barge coule, personne ne veut être enfermé dans une petite cabine et entraîné au fond de la mer. Pour les plongeurs dans la chambre, l'écoutille sépare la vie de la mort. Ils écrivent à leurs proches et glissent les lettres dans leur combinaison pour les garder sur eux. Les vagues commencent à déferler sur le pont alors que la barge s'enfonce davantage dans l'eau. Les plongeurs sont encore à une pression équivalente à 20 mètres de profondeur, ce qui signifie qu'ils sont toujours en phase de décompression. Ils sont passés d'une pression équivalente à 100 mètres jusqu'à une pression équivalente à 20 mètres. Au risque 20 mètres, c'est
mais à l'intérieur de la chambre, cela représente encore 3 fois la pression de la surface. La pression interne maintient l'écoutille fermée. Il ne pourrait pas ouvrir l'écoutille, même si les 4 essayaient de la tirer en même temps. La seule façon d'ouvrir l'écoutille, c'est si la pression à l'intérieur de la chambre est égale à la pression à l'extérieur. La partie arrière est submergée et c'est la panique sur le pont, personne ne fait attention aux plongeurs. C'est chacun pour soi. La barge commence à s'immerger. Le typhon a frappé plusieurs heures plus tôt que ce que prévoyait sa trajectoire. Les plongeurs sont dans une situation précaire alors que la barge coule. Lorsqu'ils atteindront 20 mètres, la trappe s'ouvrira. Il y a un gradient de pression au-dessus de 20 mètres. La pression à l'intérieur de la chambre est supérieure à la pression extérieure, ce qui maintient la trappe fermée à 21 mètres. La pression à l'intérieur de la chambre est égale à la pression extérieure. Et lorsqu'ils descendent, le gradient de pression change en dessous de 20 mètres, la pression extérieure devient supérieure à celle à l'intérieur de la chambre. Lorsqu'ils atteignent la bonne profondeur, la pression extérieure ouvrira automatiquement la trappe. Dès que cela se produit, l'eau commence à entrer dans la chambre et, pour aggraver les choses, lorsque la barge coule, elle chavire, elle se retourne complètement. Je ne sais pas exactement ce qui est arrivé à ces plongeurs, mais je sais qu'ils sont en vie, pendant que le navire sombre. À un moment donné, peut-être lorsque le navire chavire, Brian se fait une entaille à la jambe. Les habitats de saturation n'ont pas de mécanisme de verrouillage à l'intérieur de la chambre, donc ils ne peuvent pas s'enfermer à un moment donné. La trappe s'ouvrira. À ce moment-là, l'eau montera lentement à mesure qu'ils descendent plus profondément, où elle s'engouffrera si la trappe est orientée vers la surface. Nous savons qu'au moins un plongeur reste dans la chambre et meurt lentement à mesure que le niveau d'oxygène diminue, donc on peut supposer que la chambre ne se remplit pas rapidement d'eau. Si les plongeurs resteront dans la chambre, ils respireront tous dans une petite poche d'air qui échangera rapidement l'oxygène contre du dioxyde de carbone. Je suppose qu'ils commencent à envisager leurs options. Rester dans la chambre, c'est presque la mort assurée. Une équipe de plongeurs sauveteurs devrait les retrouver dans un délai très court. C'est hautement improbable, étant donné la tempête qui fait rage au-dessus. Leur autre option est d'essayer de nager jusqu'à la surface. N'étant pas totalement décompressés, ils souffriront du mal de décompression. Ils pourraient peut-être survivre à cela, mais ils souffriraient énormément. Même s'ils parvenaient à nager jusqu'à la surface, ce qui est improbable, ils devraient d'abord éviter les obstacles sur le pont retourné avant de remonter. Et s'ils atteignent la surface, il y a toujours une tempête déchaînée et il est peu probable qu'ils soient retrouvés par les secours en surface. Toutes les chances sont contre eux. L'horreur pour les 191 autres marins à bord est une pensée lointaine pour ces gars qui luttent pour leur survie. Lorsque la pression de l'eau atteint la même pression que celle à l'intérieur de la chambre, la trappe s'ouvre et l'eau commence à remplir lentement la chambre. Steve, Terry et John essaieront de nager dehors. Je ne sais pas s'ils nagent dehors en pleine eau ou s'ils attendent que la barge touche le fond de l'océan. Sur la passerelle du remorqueur, le capitaine Swart envoie un signal de détresse dès qu'il voit des hommes sauter à l'eau. À 9h08, il contacte le centre de sauvetage maritime à Canberra et leur annonce que la barge s'est renversée et que plus de 100 hommes sont à l'eau. Des hélicoptères Sampo sont déployés depuis Hong Kong et les forces britanniques bravent la tempête pour atteindre le site de l'accident. Un avion à voilure fixe arrive en premier et ne voit que la quille de la barge au-dessus des vagues. Parmi les débris et radeaux éparpillés sur l'océan, l'équipage du remorqueur repêche des hommes. Le navire chinois Ming Plenty reste sur place comme repère, et le cargo soviétique Ulan-Uda prend les survivants à bord. Un treuilliste de la Royal Air Force se laisse tomber dans la houle déchaînée depuis un hélicoptère à 21 mètres au-dessus de l'eau. Il lutte contre le vent jusqu'à atteindre 8 hommes à l'intérieur d'un radeau de sauvetage. Il remonte 3 hommes à la fois avec un harnais triple jusqu'à ce que tous soient en sécurité. Au cours des jours qui ont suivi, 173 membres d'équipage ont été sauvés, 22 sont morts dont Typhon Billy et 3 opérateurs radio qui sont restés à leur poste. Les 4 plongeurs sont morts, les 3 qui ont tenté de nager vers la surface se sont noyés et leurs corps ont été retrouvés à la surface.
Une autopsie a révélé qu'ils n'avaient pas suffisamment de bulles dans leur organisme pour provoquer un sérieux accident de décompression. S'ils étaient parvenus à la surface, ils auraient peut-être survécu à la saturation. Des plongeurs ont retrouvé le corps de Brian Shephard environ 2 mois plus tard. La décision des plongeurs d'essayer de nager vers la liberté était la bonne, celle qui offrait la meilleure chance de survie. L'autopsie de Brian a révélé qu'il est mort d'asphyxie, ce qui signifie qu'il est resté dans une poche d'air dans la chambre jusqu'à ce que la bulle manque d'oxygène et qu'il s'étouffe. Au final, se trouver d'un côté ou de l'autre de cette trappe n'a déterminé que la manière dont ils sont morts. Mais le destin de ces 4 plongeurs était déjà scellé dans la chambre. Regardez notre dernière vidéo sur une catastrophe en cliquant sur le lien à l'écran.